Voilà. Donc, bienvenue à toutes à ce 33e Café Génial, du coup, organisé par le réseau des gestionnaires. Aujourd'hui, on a deux intervenantes, donc du coup, Audrey Trochet de la Société herpétologique de France et Sonia Récopé, que certains doivent connaître, de la réserve naturelle régionale des Marais de Bonnefond, qui interviendront sur le sujet du suivi des amphibiens et des reptiles, effectivement, que j'avais oublié de préciser dans le titre au départ, et la gestion. Bon, comme d'habitude, on fait deux présentations, voilà, d'une à peu près 15 minutes. Audrey va commencer. Ensuite, il y aura une partie de questions, échanges, voilà, pendant pareil, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et ensuite, la deuxième présentation, suivie aussi d'échanges et de questions. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran, que vous vous présentez du coup nom, prénom, structure et l'intérêt aussi que vous avez par rapport à ce sujet, par rapport au site que vous avez en gestion. Et donc, ça tombe sur toi, Aurélie, tu es la première sur mon écran. Bonjour à tous, du coup Aurélie Bontemps de la DASEA, DOC, qui porte la cellule d'assistance technique aux zones humides du Lot. Et du coup, nous, on met en place, on fait des suivis amphibiens sur des mares, par exemple, pour tout ce qui est suivi Miléoc en lien avec la fédération de chasse. On fait aussi des suivis Méo, pardon, suivi Méo amphibien depuis peu. Donc voilà, je participe à ce webinaire dans l'idée de prendre un peu des informations sur tout ce qui touche au suivi amphibien. Merci, Aurélie. Agnès? Bonjour à toutes. Donc moi je suis Agnès Alquier, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Je suis responsable agro-environnement, biodiversité et territoire. Et donc je travaille sur le lien entre agriculture et biodiversité. Et il se trouve que depuis quelques années, on travaille sur un projet avec les agriculteurs de la Montagne Nord sur les zones humides. Là, il y a un projet, enfin un travail de restauration de mares qui suit son cours. Et donc ça m'intéresse d'avoir des informations sur le sujet. Voilà. Projet que vous aviez présenté en atelier d'échange du réseau, d'ailleurs, il me semble, Tout à Agnès. fait. Lisa? Bonjour, alors du coup moi je suis Lisa Dupont, je suis en service civique à la réserve naturelle du Marais de Bonnefond, du coup avec Sonia qui est aussi en vidéo. Et du coup j'ai assisté à cette vidéo pour me former dans la Ok, continuité de mon service. super. Merci, Lisa. Fanny, c'est ça? Pardon, il n'y a que le nom de famille Plombard, en fait, sur l'écran. C'est- Oui, bonjour. Alors c'est Priscille Lombard en fait, Pardon, voilà. désolée, je Oui sais pas non pourquoi j'avais Fanny, ouais. mais Oui non non mais c'est parce que mon adresse mail pro ça fait au parc ça fait ça Plombard, c'est sympa. Du coup je travaille au PNR des Causes du Quercy et je suis animatrice Natura 2000 et sur un de nos sites en particulier, on a la thématique sonneur à ventre jaune, voilà. Et on n'a pas vraiment de commande d'action vraiment directe, mais on est en lien avec Néo notamment. Voilà. super. Merci. Laure? Bonjour à toutes. Donc, Laure Jacob du Parc régional des Grands Causes, donc chargée de mission, milieu naturel, faune, flore. Nous, on est impliqués avec notamment la caractéristique de nos points d'eau d'abreuvement, les lavognes et autres. Donc, évidemment, ça nous intéresse de participer à ça. On participe déjà au plan programmes régionaux d'action en faveur des mares, etc. Et avec l'extension vers l'Hérault, on est d'autant plus intéressés par toutes ces nouvelles connaissances et ces protocoles pour pouvoir y participer plus activement. Léla présentera son stage, elle a un stage sur ce sujet-là. Merci. Eh ben, du coup, je vais passer la parole à Leïla directement. Alors, du coup, je suis en stage au PNR des Grands Causes et je travaille sur les mares et les lavognes. Donc, j'ai fait en tout cas cette année des sujets un peu amphibiens et il y a des mares, il y a des programmes de restauration des mares sur le PNR des Grands Causes. Et mon stage, c'est par rapport à la modélisation des déplacements d'amphibiens dans le but de mettre en place des mesures de gestion concrètes. Voilà, donc ça m'intéresse de participer aujourd'hui à la réunion. Super. Merci, Leïla. Fanny? La vraie, du coup, cette fois-ci? Hmm.
Fanny, on ne t'entend pas. Peut-être un petit souci de micro. Clara? Oui, vous m'entendez? Oui, pas très bien, Oui. mais on t'entend. Clara Bossu, je suis chargée d'études naturalistes au sein de l'Office national des forêts. Je suis basée en Ariège et je viens d'arriver dans ma structure et je vais rédiger une gestion pour des réserves biologiques et à des inventaires de l'herpétofaune. Donc ça m'intéressait énormément de participer à cette réunion. Merci Clara. Et Célia pour terminer, si Fanny... Bonjour, donc c'est Célia, je suis stagiaire au CPU Pays Gersois et on m'a demandé d'assister à ce webinaire parce que ils ont une carrière sur Auch où il y a 10 espèces d'amphibiens et du coup on voudrait avoir un peu d'informations sur ces amphibiens. Eh ben, super. Merci Célia. Fanny, ça fonctionne toujours pas? Non. Eh ben, Audrey, je te propose du coup de te présenter et puis de partager ton écran ensuite pour débuter la présentation. Allez, parfait. Mais ben, du coup, bonjour à toutes. Merci Julie. Donc moi, c'est Audrey Trochet. Je suis la responsable scientifique de la Société herpétologique de France. Donc c'est une association nationale qui a été créée en 1971. Alors pour celles qui se demandent où est-ce qu'on est, en fait, le siège de la SHF, il est basé à Paris au Muséum d'histoire naturelle, mais toute l'équipe salariée est en télétravail 100%. Et donc moi, je suis au sud de Toulouse, par exemple. Donc du coup, c'est pour ça que je m'implique un petit peu plus quand même dans ma région parce que j'ai plus d'opportunités voilà, sur l'Occitanie. Donc c'est avec plaisir que je partage ça avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, on agit sur plein d'autres programmes que les suivis de l'herpétofaune. On coordonne notamment deux PNA, donc celui sur la cistude et celui sur le lézard osselet. On est en train de rédiger aussi un PNA sur les vipères. Donc voilà, si jamais tout ça vous intéresse, je vous invite à aller sur notre site internet l'ashf.org pour avoir tout le détail des actions de la SHF. Et petite information, donc on fait chaque année un congrès annuel qui réunit entre 300 et 400 experts de l'herpétofaune. Et cette année, il sera à Carcassonne fin octobre. Donc voilà, je vous invite tout à guetter un petit peu vos canaux de diffusion si jamais vous êtes intéressés. Donc, toute l'équipe sera là-bas et du coup, ce sera 3 jours complets de conférences dédiées à l'herpétofaune au lycée Charlemagne de Carcassonne. Je me permets, Audrey, si c'est ouvert du coup aux gestionnaires, si tu peux nous faire passer l'info, nous, au réseau, et on pourra la diffuser ensuite justement. Oui, bien sûr, pas de problème. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Il y a 20 € de frais d'inscription, mais pour les 3 jours. Et après, chacun réserve et paye ses repas si jamais ils veulent, enfin, si jamais les gens veulent assister aux repas qui sont fournis par un traiteur. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et juste, tu as dit que c'était à l'automne? Oui, alors au niveau des dates, je vais te préciser ça, ce sera pendant les vacances du coup de la Toussaint, puisqu'on est au lycée Charlemagne, et du coup ce sera du mercredi 22 au vendredi 25 octobre, et il y aura probablement une matinée terrain le samedi 26. Donc voilà, si jamais vous avez déjà la possibilité de bloquer vos dates, 23, 24, 25 octobre. Ouais. Voilà. Alors, dites-moi si c'est tout bon de votre côté. Ouais. Allez. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu vous présenter les derniers résultats qu'on a obtenus sur les suivis de l'herpétofaune en France métropolitaine. Vous allez voir que c'est assez alarmant. Je pense que vous en êtes toutes un peu conscientes, mais bon, aujourd'hui, on a des chiffres en fait vraiment pour montrer ça. Donc c'est intéressant de communiquer dessus et c'est essentiel de continuer à mener à bien les suivis. Je vous apprends rien quand je vous dis que les amphibiens sont des espèces très menacées. À l'échelle du globe, on est sur 40% des espèces qui ont un statut IUCN donc menacé, donc soit vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Et en France métropolitaine, la dernière liste rouge qui date de 2015 quand même, donc probablement qu'il y a peut-être des choses qui ont évolué depuis, donc faisait état de 23% des amphibiens menacés en France.
Au niveau des reptiles, on est à peu près sur la même tranche dans l'Hexagone. 24% des espèces de reptiles sont menacées. Donc voilà, c'est déjà un tableau assez défaitiste malheureusement pour ces deux groupes taxonomiques-là, où ça souligne vraiment la nécessité de faire quelque chose, à la fois sur la conservation de ces espèces pour éviter qu'elles disparaissent complètement, et en même temps de vraiment les suivre et de les étudier au plus près pour mener à bien des programmes de conservation qui soient efficaces. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au suivi en fait des tendances de population de l'herpétofaune? Parce que l'évolution donc temporelle des distributions des espèces, ce sont des paramètres majeurs dans les programmes de conservation. Donc tout ce qui va être tendance, vraiment, est-ce que ma population, est-ce qu'elle est en augmentation, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est en diminution sur des périodes relativement longues, de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ce sont des paramètres aussi qui sont demandés dans les évaluations de plusieurs politiques environnementales. Alors pour ceux qui ont déjà participé aux listes rouges, par exemple, vous savez qu'il y a un moment où on vous demande de donner votre avis sur la tendance des espèces qui sont évaluées. Pareil sur les rapportages de la directive Habitat Faune Flore qui a lieu tous les 6 ans. Donc là, il y a un rapportage en cours là actuellement où on demande à tous les participants en fait de donner une valeur de tendance des espèces. Alors, dans 95% des cas sur l'herpétofaune, ces tendances, elles sont évaluées sur dire d'experts. Donc, on sollicite les experts, puis on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de l'état de la tendance de l'espèce. Aujourd'hui, il y a des protocoles qui existent, qui permettent de mesurer ces tendances-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir positionner ces protocoles-là dans toutes les évaluations des politiques environnementales et d'avoir vraiment de la donnée empirique en disant telle espèce, elle est en déclin. Il y a eu un suivi depuis 10, 12, 15 ans dessus et on a les chiffres qui prouvent qu'elle est vraiment en déclin. On dit pas que les dires d'experts sont faux, c'est pas ça, mais parce que bien souvent ça corrobore en fait entre les deux, mais d'avoir vraiment des éléments et de la donnée empirique derrière, ça permet d'éviter tout argumentaire par la suite. Depuis 2021, la SHF elle est financée par l'OFB notamment dans le cadre des programmes de surveillance. Donc c'est peut-être des choses auxquelles vous avez entendu parler. La surveillance de la biodiversité terrestre, c'est un gros programme, une grosse priorité nationale qui du coup débouche de la stratégie nationale de la biodiversité et qui est censé du coup fournir quand même des enveloppes budgétaires assez conséquentes pour permettre à tout le réseau de suivre la biodiversité et ça donc de manière pérenne sur le long terme. Donc, du coup, la SHF est financée pour la partie coordination et je sais qu'Andréal aussi, il y a aujourd'hui des enveloppes dédiées à ça, donc pour aider justement nos partenaires en région pour mener à bien les suivis. Donc aujourd'hui, sur l'herpétofaune, on dispose de protocoles standardisés qui sont validés statistiquement et qui permettent le suivi à long terme des populations. Et du coup, je vais vous présenter les plus connus. Donc pour suivre les populations d'amphibiens, on a le protocole POP amphibien, donc celui qu'on appelle POP amphibien communauté, donc qui va permettre de suivre des mares et dans lesquelles on est susceptible de rencontrer plusieurs espèces à chaque fois. Donc on suit en fait des communautés d'amphibiens. Et puis après on parlera du POP reptile juste après. Donc le POP amphibien communauté, il est surtout adapté au suivi des espèces communes, donc les espèces qu'on va retrouver le plus souvent dans des habitats relativement classiques. Donc ça va être par exemple le triton palmé, la rainette verte, le crapaud épineux, etc. Donc comment ça se passe le protocole POP amphibien? Donc il faut suivre un groupe de zones humides, en tout cas d'habitats favorables à la reproduction des amphibiens, on va dire des mares pour faire plus simple, mais c'est pas forcément que ça. Et donc on va en visiter au moins 3, donc 3 mares qui sont relativement proches géographiquement, qu'on va regrouper au sein d'une aire, voilà, qu'on appelle une aire. Donc il peut y avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres d'espacement entre les mares, c'est pas trop un problème. Et puis, donc, on va venir visiter ces mares-là 3 fois dans l'année, 1 fois tous les 2 ans. Idéalement pendant la période de reproduction,
pour essayer de détecter un maximum toutes les espèces qui sont susceptibles d'être présentes sur ces milieux-là. Donc en général, on recommande de faire le premier passage en janvier-février pour détecter les espèces précoces, le deuxième passage en mars-avril et puis un dernier passage en mai-juin, voilà, pour les dernières espèces qui arrivent sur site. Bien sûr, ça, on vous laisse aussi le choix de fixer la date en fonction des conditions météorologiques de votre région, puisque bien évidemment, le contexte météo entre la région Occitanie et la région Hauts-de-France, voilà, même si on peut partager les mêmes espèces, elles seront pas forcément de sortie au même moment. Donc après, c'est à vous un peu de juger quelle est la période la plus favorable pour aller sur le terrain. Et donc, une fois qu'on est autour de nos mares, on observe, on écoute, on peut éventuellement capturer avec des nasses ou des épuisettes, et on note les espèces qu'on a observées. Dans un premier temps, c'est vraiment l'occurrence sur lequel nous, on va se focaliser, mais si vous pouvez aussi renseigner des informations sur l'abondance, voilà, j'ai vu 2 rainettes méridionales, bah, c'est toujours intéressant aussi d'avoir un petit peu ces paramètres-là. Voici toutes les espèces qu'on est susceptible de rencontrer quand on met en place un protocole pape-amphibien communauté. Alors, j'ai pas ciblé sur l'Occitanie, hein. Là, ça concerne vraiment toute la France métropolitaine. Donc, il y a des espèces qu'on n'a pas chez nous. Mais vous voyez qu'il y a quand même un bon paquet d'espèces relativement communes qu'on est susceptible de rencontrer pendant ces passages-là. Et donc, sous-entendu, ça peut être aussi, ce protocole-là permet d'obtenir les tendances de toutes les espèces que vous voyez à l'écran. Donc, avec un seul protocole, on est capable de suivre presque une quinzaine d'espèces. Donc, c'est quand même assez intéressant. Au niveau des structures qui participent aujourd'hui en Occitanie, alors qui participent ou qui ont participé, parce qu'il y a beaucoup de mouvements en fait dans notre base de données nationale avec des nouveaux suivis qui arrivent, des anciens suivis qui s'arrêtent, d'autres qui reprennent, etc., etc. Et vous voyez qu'on est quand même sur une répartition assez hétérogène en fait des structures. Vous voyez qu'en région PACA, par exemple, il n'y a aucune structure aujourd'hui qui participe. C'est en train de se mettre en place, bien sûr. L'intérêt, nous, c'est vraiment d'avoir une bonne représentativité de ce qui se passe en France métropolitaine. Les tendances qu'on obtient, nous, elles sont un petit peu biaisées, mais l'objectif, c'est vraiment de venir couvrir toute la couverture spatiale de l'Hexagone. Ici, vous avez toutes les marques qui ont été suivies au moins une fois. Donc avec un gros paquet sur Normandie Hauts-de-France, un gros paquet aussi sur Occitanie, parce que il y a quelques années, il y avait eu des programmes de suivi MAR qui avaient été engagés et financés à l'époque. Donc il y avait beaucoup de CPIE qui avaient fait des suivis. Et aujourd'hui, en fait, si je rebascule sur les marques qui sont suivies actuellement en Occitanie, on est à quasiment 10 fois moins. Donc en fait, on a toujours les suivis anciens, mais on a peu de suivis en Occitanie qui sont maintenus. Alors ça, c'est uniquement les données qui sont remontées à la SHF. Probablement que, même certainement que la carte, elle est fausse, puisqu'il y a certainement des données aussi qui traînent un petit peu partout dans certaines structures et qui ont du mal à remonter aujourd'hui. Donc c'est encore un autre sujet. Au niveau des tendances nationales, donc on travaille avec l'équipe d'Aurélien Bénard du CEF de Montpellier pour l'analyse de ces données protocolées-là qui sont pas évidentes à modéliser. Donc voilà, en fait, vous voyez que sur la quinzaine d'espèces étudiées, il y en a déjà 8 qui sont en tendance en déclin. Donc significativement, hein, le modèle nous dit que les espèces sont en déclin. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a aussi des espèces très communes comme le triton palmé, qu'on rencontre relativement fréquemment dans la plupart des suivis, mais qui semblent quand même montrer une tendance à la diminution d'année en année. Donc là, je vous montre les résultats avec des suivis qui datent depuis 2010-2011 jusqu'à l'année dernière, 2022-2023. Donc il y a un vrai besoin et une vraie urgence sur ces espèces-là. On a aussi pas mal d'espèces avec des tendances stables, c'est-à-dire que le modèle statistique n'est pas significatif d'un sens ou d'un autre. Donc, ce sont des espèces sur lesquelles on a quand même des points de vigilance en fait à maintenir dessus. C'est-à-dire que
d'une année sur l'autre, dès qu'il y aura des nouvelles données, bah, les espèces, elles peuvent basculer en augmentation, mais plutôt en diminution, malheureusement. On a des suivis aussi que j'ai pas détaillés là, mais des suivis spécifiques. Donc, ce sont des protocoles qui ressemblent un peu au protocole Pop Amphibien Communauté, mais qui sont adaptés en fait aux suivis spécifiques, comme sur la grenouille des Pyrénées. Donc, qui un protocole qui est mené par l'association Cistude Nature, mais qui nous permet aussi d'avoir de la tendance et voilà où du coup on a aussi malgré de gros écarts types sur certains graphiques, comme vous voyez, on a des tendances relativement stables. Et puis, on a aussi des espèces qui montrent des augmentations. Donc, on rencontre plus souvent, qui semblent coloniser de nouveaux habitats. Donc, ça peut être... alors là, il y a une petite erreur. Du coup, il y a 2 fois les pélophylax et puis du coup, j'ai mis triton marbré dans le petit texte, mais c'est pas grave. Les espèces du genre Pélophylax, elles sont depuis le temps qu'on fait les analyses, elles sont toujours en augmentation. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un petit biais parce qu'il y a très certainement des espèces dans ce genre-là qui sont pas si bien portantes que ça. Mais on a des difficultés en fait très fortes pour identifier en fait à l'espèce qui est qui. Mais au niveau du groupe Pélophylax, en tout cas, on observe des augmentations. La grenouille agile aussi, qui semble quand même bénéficier de conditions favorables dans le cadre du réchauffement climatique. Et du coup, visiblement, cette espèce-là, elle est en train de s'étendre et de prendre un peu plus d'ampleur en France métropolitaine, d'où l'augmentation qu'on pourrait observer sur les tendances. Et puis le crapaud commun, une espèce assez commune aussi et qui semble aussi montrer une augmentation de ces tendances de population. Au niveau des reptiles maintenant, donc toujours pareil, vous avez un protocole pour le suivi dédié aux espèces communes. Donc le protocole Pop Reptile, c'est à peu près la même chose. Bon, on ne faut pas suivre des mares, on suit des transects, donc des petits chemins qu'on va positionner sur une carte et qui sont localisés dans des habitats favorables aux reptiles, à l'observation des reptiles. Donc ça peut être typiquement un habitat là que je vous ai mis en photo, mais pas que. Ce sont souvent aussi les milieux bordiers. Voilà, il peut y avoir plein d'habitats différents favorables aux reptiles. Donc c'est ce qu'on va appeler un transect. Donc un chemin, un transect, d'une centaine de mètres de long à peu près, mais ça c'est en fonction de votre contexte et de vos contraintes sur votre paysage. On n'est pas, c'est pas rédhibitoire si vous avez un transect un petit peu plus petit ou un petit peu plus long, c'est pas très grave. Et puis on va essayer de positionner au moins 3 transects, voilà, relativement proches, un peu comme les 3 mares. On essaye de positionner 3 transects qu'on va venir visiter cette fois-ci 6 fois dans l'année. Donc on est sur un protocole qui est plus contraignant. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Les amphibiens, ils ont une probabilité de détection assez importante, surtout si vous allez sur les mares au moment de la reproduction. Vous êtes quasiment sûr de voir les espèces qui sont présentes si vous allez pile au moment de la reproduction sur les mares. Les reptiles, ce sont des espèces qui sont beaucoup plus discrètes. Et même si vous passez plusieurs fois sur votre transect, vous êtes susceptible de louper en fait l'observation d'une espèce qui aura été trop discrète, qui se sera enfuie dès votre arrivée. Et donc du coup, si on colle le protocole Pop Amphibien Pop Reptile en disant qu'il faut faire que 3 passages d'une année sur 2, ben vous allez m'envoyer des fichiers avec que des zéros partout en me disant ben j'ai rien observé, j'ai rien vu, alors qu'en fait vous avez peut-être la vipère qui est présente, vous avez peut-être la coronelle qui est présente, mais c'est juste que vous êtes passé à côté. Donc, comme ce sont des espèces plus discrètes, ça nécessite plus de passages pour arriver à une probabilité de détection qui soit similaire à celle du pop amphibien. Et en même temps, les passages sont restreints sur la période d'activité plutôt favorable des reptiles. Donc, plutôt que de faire 3 passages sur 6 mois comme pour les amphibiens, on prévoit de faire les 6 passages sur 2-3 mois. Donc avec une semaine d'intervalle plus ou moins entre chaque passage. Donc vous voyez, entre avril, mai, juin. Donc là, en ce moment, on est typiquement dans une période de passage à reptiles. Même si le coup de froid qu'on a depuis une semaine n'est pas du tout favorable. Donc là, je vous conseillerais pas forcément d'aller sur le terrain reptile aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, c'est à vous aussi de détecter les fenêtres météo qui vous semblent les plus pertinentes et qui vous disent, tiens, là, il y a de la chance qu'il y ait du reptile dehors, donc je vais sur le terrain. Donc ça, c'est à faire tous les ans.
Et puis, ben, à chaque fois, quand vous êtes sur votre insecte, ben, encore une fois, vous notez les espèces que vous observez et éventuellement le nombre d'individus observés. On peut mettre en place des plaques à reptiles. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est un peu, si on fait le miroir avec le pop amphibien, comme les coups d'épuisette. Vous avez la possibilité d'utiliser les épuisettes pour maximiser vos chances de détecter les amphibiens dans vos mares, comme vous avez la possibilité de mettre en place des plaques à reptiles qui créent des micro-refuges en fait pour les reptiles et qui vous permet éventuellement d'augmenter vos chances de rencontrer des espèces sur certains secteurs. Voici les espèces qu'on peut rencontrer quand on met en place un pop reptile. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne douzaine d'espèces. Alors, il y a certaines espèces plutôt sur la frange méditerranéenne, mais peu importe. Donc, c'est les serpents et les lézards, hein, bien sûr. On ne suit pas les tortues avec le protocole pop reptile. Il y a des protocoles particuliers pour ça. La répartition des structures qui participent au pop reptile. Donc là, on a encore une autre hétérogénéité dans la répartition avec plutôt beaucoup de structures sur la frange ouest de la France métropolitaine qui participent. Et puis, ça se construit un petit peu aussi un peu partout et la carte, elle augmente d'année en année. Mais bon, vous voyez qu'on a beaucoup de travail encore de coordination à faire pour venir fédérer en fait tout le monde à travers ce protocole-là et récupérer toutes les données pour avoir vraiment une bonne représentativité. Ici, vous avez la localisation des transects aussi qui sont suivis, donc avec un biais forcément sur les espèces plutôt réparties sur l'ouest du territoire, puisque c'est à cet endroit qu'on a le plus de suivi aujourd'hui. Au niveau des tendances, donc on a 5 espèces qui montrent des tendances stables, dont la vipère aspic. On a 2 suivis spécifiques que j'ai pas développés ici, mais sur le lézard de Bonal et le lézard osselet. Donc pareil, qui montrent des tendances relativement stables. Et puis on n'a qu'une seule espèce chez les reptiles qui montre une tendance en augmentation, c'est la couleuvre verte et jaune. La couleuvre verte et jaune, c'est une espèce qui est assez anthropophile, qu'on va trouver dans énormément de milieux différents et qui semble aussi bouger avec les récents changements climatiques et qui semble être relativement bénéficier en tout cas de ces nouvelles opportunités de niche et qui semble en tout cas occuper plus de place sur le territoire. Et puis on a toutes les autres espèces qui sont en diminution. Et comme pour les amphibiens, des espèces très communes, comme le lézard des murailles ou le lézard adoré, des espèces qu'on pensait pas forcément en diminution, mais montrent des tendances en déclin. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le suivi des espèces communes, c'est quelque chose qui doit être vraiment privilégié au même titre que les autres espèces parce qu'on observe déjà des forts déclins sur des espèces très communes. Et voilà, du coup, aujourd'hui, par exemple, sur le lézard des murailles, il y a, à ma connaissance, aucun projet de restauration ou de conservation sur cette espèce-là, mais peut-être que demain, ça va le devenir, malheureusement. Donc, au niveau des bilans des suivis, je sais pas trop où j'en suis dans l'heure. Donc, sur les 18 sur les 18 espèces d'amphibiens, donc on a 44% des espèces étudiées qui ont une tendance de population nationale en diminution et 40% des espèces qui ont une tendance stable. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de fort, un peu dramatique quand même. On parlait de la liste rouge de France métropolitaine en introduction. Je pense que le nombre d'espèces menacées risque d'augmenter quand on va pouvoir prendre en compte tous ces résultats-là dans une mise à jour de la liste rouge. Et puis sur les reptiles, c'est même limite encore pire. Alors il y a moins d'espèces quand même étudiées, mais du coup on est sur la moitié des espèces étudiées qui ont une population nationale en diminution. Donc voilà, du coup il y a vraiment ce besoin de maintenir les suivis, de continuer à les suivre et du coup d'essayer aussi de compiler un maximum de suivi et de bases de données. Je sais que la remontée des données peut parfois être compliquée pour diverses raisons. Mais du coup, nous, ça nous permet vraiment d'avoir des éléments supplémentaires et d'affiner en fait les tendances. Vous avez vu les graphiques que je vous ai montrés, vous avez vu les cartes à côté que je vous ai montrées aussi. Donc, vous avez bien compris qu'il y a quand même un biais de représentativité.
Donc, plus on sera nombreux pour coller à ce protocole-là et faire remonter les données tous les ans, plus on aura des tendances qui seront fiables et plus on aura un impact sur les politiques environnementales. Pour la petite histoire, il y a la mise à jour de la liste rouge européenne des reptiles qui est en cours de finalisation. La vipère aspic était jusqu'à présent positionnée comme non menacée, donc avec un statut LC. Et avec nos résultats sur la France métropolitaine, elle va passer en statut vulnérable dans la prochaine mise à jour du coup de la liste rouge européenne. Donc voilà, tous ces éléments-là, en fait, souvent, dans toutes les évaluations des politiques environnementales, il y a besoin de chiffres, il y a besoin de calculer des trucs. Et donc, tous ces résultats-là permettent aussi de faire évoluer les choses dans le sens, en tout cas, qui devrait permettre de maximiser et de multiplier les mesures de protection de ces espèces-là plus tard. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Audrey. Le timing est parfait. On a une quinzaine de minutes pour des questions. Peut-être que tu peux départager ton écran pour qu'on se voit un peu mieux. Est-ce que vous avez des questions pour Audrey? Des remarques? Tu as plombé tout le monde. Ouais. Moi, j'ai peut-être une question. Tu as beaucoup parlé des tendances à l'échelle nationale. Est-ce qu'avec les données que vous avez, vous pouvez faire des choses un peu plus fines, par exemple à l'échelle régionale, aux échelles Oui, régionales? à l'échelle régionale. Alors là, j'ai pas présenté parce que je suis allée un peu droit au but, mais on a des tendances à certaines échelles régionales, donc Normandie, Hauts-de-France, parce que ce sont les régions où on a le plus de données en fait et de suivi en cours. On a réussi à sortir la tendance de la grenouille rousse de mémoire sur l'Occitanie, mais c'est tout parce qu'on manque quand même on n'a pas assez de données en fait de suivi là actuellement pour aller plus loin. Mais l'objectif, c'est aussi d'avoir les tendances régionales et de pouvoir intégrer en fait ces tendances-là dans vos listes rouges aussi régionales. Et déjà, tu vois, entre la Normandie et les Hauts-de-France, sur la même espèce, des fois la tendance, elle est complètement inversée. Donc sur des régions très proches géographiquement, on n'a pas du tout la même dynamique qui se passe. Donc c'est tout l'intérêt en fait d'aller voir ce qui se passe à l'échelle régionale, mais ça nécessite un nombre minimum de, je sais plus, c'est 50 ou 100 sites, je crois, qui sont suivis à l'échelle régionale pour sortir quelque chose de statistiquement fiable, quoi. Donc et après, ce qu'on a aussi fait cette année, c'est que on a essayé d'affiner ça aussi par grande entité paysagère. Donc on a la tendance de la salamandre en forêt versus la tendance de la salamandre en zone agricole, par exemple. On a réussi aussi à faire ça en découpant la France en zones protégées, zones non protégées, dans l'idée, bien sûr, de mettre en avant les mesures de protection dans les espaces protégés. Donc, on a aussi la tendance de la salamandre en zone hors protégée et protégée, et on essaye de comparer tout ça. Alors, des fois, il y a des choses qui sont pas super instinctives, mais on l'explique par les biais en fait de la base de données, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément des choses qui aujourd'hui sont figées dans le temps en termes de tendance. Plus on aura de données qui vont s'accumuler, s'agréger, plus on aura d'années aussi de suivi, et plus de toute façon nos tendances seront fiables. Parce que du coup, vous avez suffisamment de données horaires protégées pour pouvoir faire des Ouais. comparaisons? Parce que j'aime. Ça Ouais, ok. commence, oui, ça commence. Et on a sorti aussi les tendances par zone biogéographique pour répondre aux besoins du rapportage de la directive Habitat Faune Flore, qui du coup se découpe en zones biogéographiques. Alors, bien sûr, hein, voilà, vous comprenez bien que sur la partie continentale atlantique, on a du monde. Sur la partie alpine et sur la partie méditerranéenne, bon, les tendances sont pas super fiables, quoi. Donc après, ce sera aux experts d'évaluer si ils estiment que c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, sur la partie continentale et atlantique, on a des choses quand même assez intéressantes et voilà. Donc on essaye en fait chaque année d'aller un peu plus loin, vu que notre base de données elle grossit, on essaie d'aller un peu plus loin dans les analyses et de valoriser ça du coup dans les régions qui sont concernées. Merci. Je l'ai pas précisé, mais du coup pour les suivis en Occitanie, si vous faites ou si vous envisagez de faire des suivis pop amphibien ou pop reptile en Occitanie, il y a un module géonature dédié à ça.
Parce que la difficulté aussi, souvent, c'est que, alors, soit les gens saisissent sur leur ordinateur, et puis des fois, les données, elles ne sont pas remontées parce que, bah, machin, il est parti de la structure, et puis l'autre, il a récupéré la base. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de données qui sont stockées dans les ordis perso. Le deuxième problème aussi, c'est que souvent, les gens pensent bien faire et ils saisissent sur les plateformes du SINP ou sur des plateformes comme Faune ou eNaturalist. Sauf que le problème, c'est que là, on parle de données protocolées. Donc, en fait, c'est quasiment impossible pour moi dans les bases du SINP, de récupérer les données POP. Je ne sais pas qui elles sont pas correctement taguées. Je n'ai souvent pas vos données d'absence, qui sont essentielles. Si vous faites 5 passages sur les 6 passages du reptile où vous avez rien vu, vous devez bien compléter ces données-là. Je ne dois pas voir que les données où vous avez vu des animaux. Toutes les données d'absence où vous n'avez rien vu, elles sont essentielles pour ça. Et ça, souvent, dans les plateformes du SINP, elles sont pas bien gérées ou elles sont pas saisies. Donc, en fait, c'est inexploitable pour moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un module spécifique pour la saisie des données POP amphibiens et pour la saisie des données POP reptiles. Et donc, on travaille notamment avec Nature en Occitanie, qui est la structure, en fait, qui compile à l'échelle régionale d'Occitanie toutes les données RPTO. Et donc, si vous avez un compte sur Géonat Occitanie, ben, vous pouvez demander à accéder au module de saisie en ligne Pop Amphibien, Pop Reptile, et Nature en Occitanie me transfère chaque année les données. Et vu que c'est un outil qui a été dédié et créé pour ça, les données sont correctement saisies, standardisées, et sont aussi dans un format SINP, qu'on fait remonter, nous, à l'INPN aussi chaque année. Donc, ça vous permet d'éviter la double saisie, la perte de données. Ça vous fait gagner un peu de temps, à moi aussi, et tout le monde est content. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas sur Occitanie, c'est simple. Vous avez un outil en région qui est dédié à ça pour la saisie de vos données. Donc, allez-y. Et pardon, moi j'ai une question du coup, Audrey, par rapport à l'outil sur GeoNature dont tu parles, on peut envoyer les données en bloc, par exemple sur plusieurs années Non, tableau ou pas? aujourd'hui, on peut pas importer des données dans ces modules-là. Je crois qu'ils réfléchissent à développer ça. Par contre, si vous avez des données anciennes, même qui datent de jusqu'à 2023, que vous avez déjà en fait dans une base de données, dans un fichier Excel, il y a toujours la possibilité de m'envoyer les données sous un fichier spécifique en fait qui est sur le site de la SHF. Ouais, celui de Euh, Port-Olivier. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, moi, je continue encore à recevoir des données en fichier Excel que je compile de mon côté. Donc, ne vous embêtez pas si vous avez 10 ans de suivi à tout saisir sur GeoNature parce que c'est long. Du coup, si vous avez beaucoup de trucs à saisir, et soit vous me renvoyez tout d'un coup, soit on échange ensemble par mail et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut formater les données pour que ça colle au mieux avec la base nationale. Mais voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et pour les suivis Méo, je sais plus qui c'est qui parlait aussi des suivis Méo à un moment. Euh, on travaille avec la Fédé des Seines, du coup, pour la mutualisation en fait des suivis amphibiens que vous réalisez dans les suivis Méo, pour qu'ils soient aussi valorisés dans les programmes Pop Amphibien, parce que c'est le même protocole en fait. Hein. C'est du Pop Amphibien quasiment que vous faites. Et je crois que ils veulent aussi passer sous GeoNature. On leur a donné en fait les outils sous GeoNature pour que les réserves puissent saisir en fait les scènes pardon puissent se saisir directement dans cet outil-là, mais avec l'objectif justement que d'ici quelques temps, le temps que tout ça se mette en place, ben, que les données puissent arriver aussi à la SHF et que voilà que ces suivis-là puissent bénéficier aussi aux tendances de population. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et j'imagine que la base Méo, si on ajoute tous les suivis Méo de tout le monde qui fait des suivis Méo, il y a du monde quand même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, on est sur plusieurs chantiers en même temps. Mais en fait, ça correspond, enfin, pour nous, hein, comme exemple, c'est vrai que sur les réserves, on est très axé sur le pop amphibien parce que c'est historique et puis qu'il y a un travail qui a été mené entre RNF et la SHF sur des suivis. Après, le MEO, puisque nous, on est sur un syndicat de rivière, c'est plus les agences de l'eau sur les suivis, restauration, etc., qui incitent en fait plus sur ce suivi-là. Mais après, sinon, c'est vrai que sur le fond, c'est les mêmes, quoi. Oui,
Donc, les données pourraient être valorisées dans les deux sens, en fait, pour les deux groupes de structures, quoi. Donc, ce serait pertinent de fonctionner comme ça. En tout cas, si vous avez la moindre question, même aujourd'hui ou d'ici quelques jours, n'hésitez pas à me contacter par mail et puis j'essaierai d'y répondre un maximum. Merci Audrey. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la présentation de Sonia? J'avais juste une petite remarque. C'était très intéressant, très clair, donc merci déjà. Euh, En fait, on voit pas mal de populations à la baisse et alors nous ici, on voit beaucoup de tarantes de Mauritanie et moins de lézards des murailles. Et donc ça, est-ce que vous l'intégrez? Comment vous l'intégrez? Voilà, Alors aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'intégrer tout ce qui est variable de menace en fait sur les sites qui sont suivis. Je sais qu'il y a pas mal de mes collaborateurs là qui travaillent justement sur l'impact de la Tarente sur certaines espèces de lézards. Aujourd'hui, c'est assez peu, on sait pas trop en fait ce qui se passe. Est-ce que du coup, c'est plutôt elle prend la place en fait des lézards dans les niches écologiques? Est-ce qu'il y a de la compétition pour la nourriture? Est-ce qu'il y a éventuellement de la prédation? On ne sait pas vraiment encore quel est l'impact de la Tarente. Euh, on espère bien sûr que quand notre base de données elle sera encore plus conséquente, on ira encore plus loin dans les analyses et que on regardera vraiment de manière assez détaillée et on essaiera d'expliquer pourquoi chez telle espèce il y a une tendance à la diminution, etc., etc. Après, c'est en fait, il y a aussi un, comment dire, il faut s'imaginer aussi que tous les suivis ne doivent pas être menés dans des sites où les populations sont bonnes. Par exemple, je veux faire un suivi vipère aspic, ben je vais dans les populations de vipère aspic que je connais parce que je sais que je vais voir des bêtes à chaque fois. Alors oui, ça c'est super, c'est génial. Il faut des transectes dans ces milieux-là, c'est super. Mais il faut aussi des transectes en dehors, dans des endroits où aujourd'hui on n'a pas forcément de la vipère aspic, parce que si on suit que ce qui se passe dans les milieux à forte population, ben la seule chose qu'on va observer, c'est une diminution. Mais en fait, peut-être que la population, elle s'est juste déplacée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déclin de la vie paraspique forcément sur cet endroit-là. C'est juste parce qu'on s'est focalisé sur cette localisation-là. Alors que de positionner, en fait, c'est toute la force du protocole, c'est d'avoir un nombre énorme en fait de transects de suivi fait par des centaines de structures différentes et de se dire, ok, ben en fait, ma vie paraspique, finalement, elle est pas si en déclin que ça parce que à 2 kilomètres, en fait, les transects qui sont aussi suivis par une autre structure, en fait, ben, la population, elle augmente. C'est juste que du coup, ma population, elle s'est déplacée. Donc, voilà, du coup, il y a aussi cet élément-là à prendre en compte avant de commencer à réfléchir sur, OK, là, on assiste sur un vrai déclin. Quelles sont les menaces? Est-ce que la Tarente joue un rôle important ou pas sur ces sites-là ou pas? Donc, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, mais auxquelles on ne peut pas encore répondre aujourd'hui. On n'a pas encore assez de force dans la base de données. Merci. Merci. Sonia, je te laisse partager ton écran et te présenter du coup ensuite. Ouais. Alors, c'est bon, là, vous l'avez ou pas? Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que vous l'avez en grand ou pas? Non, on l'a encore en petit. Et là? Et là, on l'a en diaporama, c'est parfait. Ah, top. Alors, par contre, moi, j'ai un truc qui me coupe là. Alors, attends, j'arrive. Voilà. Bon, bah, du coup, rebonjour à tout le monde. Donc, du coup, Sonia Récop, je suis conservatrice sur la réserve naturelle régionale donc, du Marais de Bonnefond, dans le département du Lot, au nord du parc naturel régional des Causses du Quercy. Alors, du coup, moi, je vais un peu plus axer sur l'exemple du marais et de restauration de mares qui avait été réalisé. S'il veut bien passer à la diapo suivante. Ah, j'ai un souci. Ça fonctionnait presque. C'est ça. Ah bah écoute, il est resté bloqué sur la première page. C'est fou ça.
Alors, attends. Ressort peut-être du... Ben ouais, parce qu'il... Attends. Mais c'est pas gagné, hein. C'est tout bloqué. Ben ouais. Tu veux que j'essaye de partager, moi, Ah, j'ai l'écran qui est... mon écran? Attends, j'ai mis en... Tac. Ouais, je peux pas changer de... Si tu cliques dessus, ça fonctionne pas. Sinon, tu le laisses comme ça, Ouais, c'est bizarre, il veut pas le remettre en... Attends. Je peux pas changer les pages. Ça vous gêne, du coup, si je le laisse comme ça? Moi, ça va. Ça Si va, tu... vous y voyez? Oui. Tout le monde voit? Oui? Ouais, c'est Oui, bon? oui, ça va. Bon. On va faire comme ça. Donc du coup, je vais vous présenter au niveau du travail qui a été fait donc, sur le marais de Bonnefond, au niveau de 3 mares en fait, qui ont été creusés et restaurés. Alors en fait, vous avez une cartographie ici de la réserve naturelle et donc ce site, avant d'être classé en réserve naturelle, en fait, c'était un projet de restauration écologique et de sensibilisation à la biodiversité et aux zones humides. Donc du coup, dans les années 2000, il y a eu de gros travaux de restauration qui ont été menés sur la partie centrale, en fait, pour réinonder la partie marécage et notamment de grosses opérations aussi de déboisement, puisque le milieu était en cours d'assèchement et par l'abandon envahi, notamment par des sols et des aulnes. Et en parallèle à ces gros travaux du coup de restauration de la partie zone humide, il y a eu un projet de créer donc 3 mares, donc qui sont situées en fait ici là Vous voyez le curseur? Voilà. Donc en fait on a 3 mares qui ont été creusées ici. Et donc qui n'ont pas été suivis entre 2000 et 2011, puisqu'en fait le site n'était pas classé en réserve naturelle. On avait très peu de financement en fait pour mettre en place des suivis. Et moi qui étais arrivée en 2001, en fait, je travaillais en tant que chef de projet sur le Marais, mais aussi sur d'autres sites de la communauté de communes. Et donc du coup, c'était juste de l'observation des tendances que moi, je pouvais constater et noter en fait sur le terrain. Donc en 2011, le site il a été classé en réserve naturelle par la région de Midi-Pyrénées à l'époque. Et à partir de là, on a pu démarrer l'écriture d'un plan de gestion et la mise en place de suivis, dont les suivis amphibiens sur le site. Donc, pour vous présenter un peu les mares, donc le type de, voilà, le milieu. Donc, les photos, bien évidemment, vous le verrez, sont montées à côté. Elles sont pas toutes prises en 2000. À l'époque, on n'avait pas la photo numérique et du coup, on était plus sur des clichés papier donc, qu'on est en train de récupérer pour vraiment avoir, depuis le moment de la création jusqu'à aujourd'hui. Et on voit donc l'évolution du milieu, en tout cas en 2011 au moment de la création donc de la réserve. Donc pareil au niveau de la mare qu'on appelle plutôt mare pédagogique parce qu'elle avait une volonté à faire découvrir le milieu naturel et les espèces qui y vivent, donc aussi bien amphibiens que odonates et invertébrés aquatiques. Donc du coup, outre le fait que le ponton et les aménagements ont évolué, on voit bien tout autour en fait qu'on a une ceinture de végétation arborée qui s'est nettement développée. Et en fait, les sols que vous voyez, c'était des sols qui étaient plantés à la création, enfin juste un an après la création de la mare, pour éviter en fait les vis-à-vis entre le circuit, enfin les différentes portions du sentier de découverte qui est présent sur le site. Et du coup, c'était sans compter les effets que ça pouvait avoir dans le temps en termes d'ensoleillement sur le site. Et donc la troisième mare, donc, qui elle est vraiment au cœur de la roselière,
Donc, c'est vraiment une grande mare centrale. Et on voit donc assez peu d'évolution finalement entre 2000, 2004 et 2023, où on a par contre des gros radeaux de végétation aquatique de caracées, par exemple, qui se sont développés à l'intérieur. Donc, sur ces 3 mares, ce qu'on peut déjà dire en 2024, c'est que, alors, on a 2 mares dont le milieu est resté très ouvert, la mare numéro 1 et la mare centrale. Et on a la mare pédagogique qui, du coup, elle, s'est pas mal refermée de par les bordures. Alors, surtout refermée, pas en termes d'embroussaillement, mais en termes de fermeture de lumière. Donc, on a un milieu qui est vraiment très peu ensoleillé aujourd'hui et sur lequel, du coup, on constate beaucoup moins de choses que ce qu'on pouvait y trouver il y a quelques années en arrière. Donc, sur la réserve, les protocoles de suivi qui ont été mis en place. Donc, entre 2012 et 2023, en fait, on avait mis en place un suivi peut-être un peu plus spécifique réserve, qui était basé sur le programme qui existait MAR, sur les milieux où les amphibiens se reproduisent effectivement du MNHN. Et du coup, la partie POP amphibien, donc sur l'occurrence des communautés d'espèces. Alors pour nous, au démarrage, on était parti sur le principe qu'on allait faire le suivi, pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans. Je crois que c'était un peu plus écarté, même espacé. Et du coup, nous, dès la première année, on s'est rendu compte qu'il fallait certainement faire un passage annuel pour avoir en fait des données, des informations beaucoup plus régulières. Donc du coup, on faisait 3 passages minimum entre février et juillet. Donc on passe plutôt sur fin d'après-midi et début de nuit. Après, on était parti du principe qu'il y avait 0 perturbation sur site. Donc, en fait, on ne faisait pas du tout de relevé avec un troubleau ou épuisette. Et il y a même des secteurs sur la mare que je vous ai montré tout à l'heure, la mare numéro 1, en fait, où on a une grosse phalaridée autour et où on a des eaux avec une faible hauteur qui viennent vraiment s'étaler tout autour de la mare. On restait très, très en retrait pour ne pas aller piétiner. Et ça, on continue de le faire pour ne surtout pas piétiner les tritons palmés ou tritons marbrés qui viennent en fait pour pondre dans ces végétations-là. Donc du coup, on a quand même des biais d'observation puisqu'on reste très en retrait. Et pour pouvoir éclairer avec la lampe torche, c'est selon l'eau. Si on a un canard qui est passé avant, l'eau elle est troublée. Donc du coup, on avait certaines difficultés. Des fois, on repassait pour pouvoir avoir en fait une observation la plus précise possible. Donc on notait vraiment en faisant tout le tour des mares le nombre à chaque fois de tritons ou d'espèces, en notant le plus précisément aussi si on était sur des mâles ou des femelles, ou en indéterminé quand on pouvait vraiment pas déterminer parce que c'était parti trop vite ou que c'était trop loin, voilà. Et en cours du temps, entre 2012 et 2023, on a aussi fait évoluer les points de suivi. Donc, il y en a qu'on a plus ou moins abandonné, même si on y passe. En tout cas, voilà, ils sont relevés, mais comme on disait, c'est du 0 qui continue à être noté dessus. Et on a intégré des nouveaux points sur le site. Et donc, à partir de cette année, on poursuit donc le POP amphibien communauté. Et on a, alors, c'est ce que je notais, mais dont a parlé Audrey, en fait, il est compatible avec le protocole MEO sur l'intégrité du peuplement amphibien. Donc, en fait, voilà, qu'on fasse l'un ou l'autre, les données, elles pourront être soit compilées d'un côté, soit de l'autre. Et ensuite, on est parti sur un protocole spécifique, alors qui correspondrait aujourd'hui au POP amphibien spécifique Triton, mais qui, nous, en fait, a été travaillé depuis pas mal d'années avec la SHF, donc qui s'appelle le protocole de suivi des mares à l'aide des amphicaptes. Donc, en fait, l'amphicapte, je vais vous montrer sur la photo d'après, hein, c'est un piège en plastique qui est fabriqué manuellement et qui va être positionné sur les mares et relevé. Donc, en fait, on fait un passage fin février, début mars de repérage. Donc, du coup, on fait ce protocole en même temps que le POP amphibien communauté. Et ensuite, on va avoir 2 sessions, donc qui sont un peu plus contraignantes en temps, puisqu'on a 3 journées, en fait 3 soirs de pause
de ces amphicaptes et qu'on le relève le lendemain matin le plus tôt possible pour éviter, surtout s'il fait chaud, qu'on ait des pièges en fait, qui chauffent trop en température ou qu'on ait trop de prédation aussi à l'intérieur de l'amphicapte. Et ensuite, on refait une session, donc en juillet ou fin juin, pareil, selon les sites et selon l'évolution, qui est identique au mois de mai, donc avec trois passages, enfin trois passages, voilà, 3 pauses de soir d'affilée. Donc voilà, alors l'amphicapte qui est ici. Donc nous, on a 3 amphicaptes par mare qui sont positionnés. Et ici, donc, vous avez la carte avec la représentation du coup des 12 points de suivi qu'on fait sur la réserve. Donc on a, alors c'est soit des mares, soit des points d'eau de zone libre, soit également des fossés donc d'eau stagnante sur lequel, ben, par exemple, tout à l'heure on disait, c'est des suivis qu'on faisait où il n'y avait rien du tout. On a fait des travaux de gestion et aujourd'hui, en fait, on a de l'observation de pontes, de grenouilles agiles, en fait, sur ces secteurs-là et de la présence aussi de tritons palmés. Donc voilà, on a des points où on avait 0 observation et où on évolue vers de l'observation aujourd'hui. Et certains où on en avait avant en observation et aujourd'hui, en fait, les points, on n'a plus rien. Donc du coup, on fait les points de suivi sur la réserve et depuis 2017, je suis également 3 mares à l'extérieur de la réserve, donc qui sont pas très loin, mais qui présentaient des intérêts par rapport à des espèces du coup patrimoniales, on va dire, pour le territoire. Et depuis cette année, on fait on a 2 nouvelles mares en fait qu'on suit. Qui sont donc des mares qui ont été restaurées par la Fédération des chasseurs du Lot et avec lesquelles en fait on a participé dans le cadre des travaux de restauration et de suivi. Donc ce qu'on a constaté et ce qu'on constate, parce qu'on n'a pas encore fait d'analyse fine de toutes les données qu'on a au niveau de la réserve, en fait, en 2000, avant qu'on mette en place, enfin qu'on restaure et le marais et qu'on crée les 3 mares, il y avait 4 espèces qui avaient été recensées sur le site. Donc il y avait du triton palmé, de la lyte accoucheur, de la grenouille agile et de la rainette verte. En 2002 et suivante, donc moi il n'y avait pas de protocole attitré, mais moi je passais régulièrement sur le site. On a constaté la disparition de la rainette verte et l'apparition du triton marbré et également l'apparition de la salamandre tachetée sur une petite mare, vraiment, enfin une petite zone d'eau libre sous milieu boisé. Donc du coup, on est passé à 5 espèces, dont une espèce disparue et 2 nouvelles espèces. Et en 2011-2012, on a constaté une très forte et progressivement une très forte évolution de la présence de la grenouille rieuse, puis des grenouilles vertes. Et en parallèle, donc, une régression de la lyte accoucheur. Donc, on est passé à peu près à 6 espèces recensées sur la réserve. Et entre 2018 et 2020, alors sur 3 ans, on a eu une apparition de présence de la rainette méridionale et qui a disparu très rapidement, mais dans un contexte où on a les grenouilles vertes en fait qui ont vraiment très très fortement explosé sur ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, on a 8 espèces recensées sur la réserve, donc les espèces que vous avez du coup sur le diaporama là, à gauche. Et les 2 espèces qui ne sont pas revues actuellement, donc c'est les 2 espèces de rainettes, donc la rainette verte et la rainette méridionale. Mais ces espèces-là, par contre, sont présentes sur des mares de proximité. Donc c'est pour ça aussi qu'on maintient nos suivis sur les mares extérieures. Donc dans les constats, moi, que j'ai pu en faire en tant que gestionnaire en fait sur le terrain, c'est que au niveau des mares, on a des milieux qui ont évolué différemment. On a donc la mare pédagogique sur lequel on a vu vraiment rapidement avec l'augmentation de l'ombrage et donc moins de végétation aquatique et du coup moins aussi de végétation périphérique à la mare. On a un milieu sur lequel on a eu une très forte diminution des populations d'amphibiens, tout comme les populations d'odonates d'ailleurs. Ensuite, on a quand même des populations qui se maintiennent, alors même à un niveau très bas, ce qui est assez fou pour la lyte accoucheur, par exemple. C'est une espèce pour laquelle on entend vraiment que très peu de chanteurs
Et il y a des fois, on n'entend même pas chanter. Et l'observation, on a pu la faire en se déplaçant sur la réserve et en tombant en fait sur la lite, sur un point. Après, depuis qu'on a eu l'apparition de la grenouille, donc grenouille rieuse et grenouille verte, ben on a constaté, alors peut-être une impossibilité du coup à la rainette méridionale de s'installer malgré une tentative sur 2-3 ans. On a également donc des années qui sont très différentes avec des assèchements qui peuvent être très précoces, notamment la mare pédagogique aussi qui peut très très fortement, très vite s'assécher. Et après, on a des points donc on suit sur lesquels du coup on a constaté pas mal de mortalité, surtout chez le crapaud épineux, par la loutre. Donc, sur la période de reproduction, on a forcément les loutres qui remontent et qui viennent un petit peu se gaver sur les secteurs favorables. Donc, on a aussi de la prédation sur site. Après, ce qu'on a, c'est pour ça que j'en parlais, c'était un peu dans la suite de la présentation d'Audrey sur les éléments alarmants. Donc les mares en fait qu'on suit à proximité, on a un exemple frappant avec une population donc sur une mare d'une centaine de rainettes vertes en 2017-2018. Donc nous, il faut savoir que la rainette verte, on est quand même sur des limites d'air et qu'elle est quand même très localisée. Et on est passé, donc on a eu un effondrement de la population, puisqu'en 2022, quand on est passé, on était à 2-3 individus observés et entendus. Et là, cette année, sur les suivis qu'on a pu faire, on n'a toujours pas entendu ni observé la rainette. Et on a également le triton marbré qui était très présent sur ce point d'eau-là et qui a également voilà, énormément diminué. Alors, on en voit, mais vraiment beaucoup moins que ce qu'on observait par le passé. Donc sur ces constats, alors on va dire soit de stabilisation d'espèces, soit de déclin assez forcé. Moi, je voudrais finir en fait sur une touche plutôt positive, sur des exemples en fait qui peuvent être vraiment importants et intéressants à mener sur les collectivités et avec les associations. Je vous parlais tout à l'heure des travaux qui étaient menés par la Fédération des chasseurs du Lot. Donc nous, on y a été associés cette année puisque les travaux étaient sur la commune sur laquelle se situe la réserve. Donc vous avez 2 photos, une photo où on voit l'état de la mare avant travaux et quand nous, on a fait la pêche de sauvegarde. On était sur un milieu où il y avait vraiment très peu de choses. On a pu constater la présence de quelques amphibiens, même adultes autour, mais vraiment très légers. Puis de toute façon, ils pouvaient vraiment pas aller dans grand-chose pour se reproduire. Et du coup, la fédération a fait ce gros chantier de restauration. Et donc là, on y est passé et on a un milieu qui a explosé, alors en tous sens, il est rempli d'herbiers, de caracées, on a pas mal de végétation aquatique autour qui est en train de se développer, et on a déjà la présence de très nombreuses larves. Je crois de mémoire, c'est 155 jeunes salamandres qu'on a observées, c'est de la grenouille agile, du crapaud épineux, du triton palmé. Et donc, on peut espérer vraiment que le milieu continue d'être vivement colonisé. Donc ça, je pense qu'on a d'autres exemples de travaux sur des restaurations de mares où on a été associé en tant que réserve et qui ont vraiment donné des effets très positifs. Et ensuite, donc, moi, j'avais mis en place, bien avant même qu'on soit classé en réserve naturelle, pour le compte de la communauté de communes et dans le cadre de Fréquence Grenouille. Tous les ans, en fait, je me déplaçais sur une commune de la Comcom et on faisait un diaporama en salle pour présenter les espèces du territoire et ce que moi j'avais pu inventorier sur la commune. Et du coup, on allait sur le terrain en se basant sur 2 exemples de milieux aquatiques, donc un milieu dégradé et un milieu justement qui était plutôt en bon état de conservation. Et on montrait du coup par une petite pêche aquatique ce qu'on pouvait observer dans l'un et l'autre des milieux et l'intérêt vraiment qui était fondé de préserver ces milieux-là. Et on a eu donc des communes sur lesquelles ça a eu vraiment un très bon impact. Je pense notamment à une commune où il y avait... alors on essayait d'avoir des élus,
de la population locale et également des agents communaux, puisque c'était eux qui faisaient souvent des fois des travaux demandés par les élus. Et on avait par exemple des endroits où l'objectif de la commune, c'était d'avoir par exemple des lavoirs qui soient très propres. Donc on enlevait tout ce qui était végétation aquatique, il fallait enlever les limons, etc., tout ce qu'il y avait, sauf qu'en fait, ben, ils faisaient déjà à des périodes qui n'étaient pas adéquate. Et du coup, on constatait forcément des fortes diminutions d'espèces. Donc voilà, en fait, des opérations que nous, on a menées, enfin voilà, c'est pas directement dans le cadre de la réserve, mais en complément et en apportant un petit peu voilà, d'expertise et de connaissances de territoire et en partant surtout en leur expliquant le bon sens. Je passe aussi de tout ce qu'on a fait comme travail pour sensibiliser par rapport aux poissons et à l'intégration des poissons sur les milieux aquatiques. Donc voilà un petit peu, en tout cas moi je suis convaincue que si sur les territoires il y a des choses qui se font dans ce sens-là, de continuer à voilà, être dans une dynamique de restauration et de sensibilisation, même si c'est long et compliqué. On a aujourd'hui le changement climatique, les gens s'en rendent de plus en plus compte. Et je pense que voilà, on a moyen de faire évoluer plutôt favorablement et positivement les choses. Voilà, pour finir sur une touche un peu plus dynamique. Eh ben, merci beaucoup Sonia, c'est super chouette de finir sur un peu de positif. Enfin, Ouais. de finir la présentation en tout cas, parce qu'après le café il n'est pas terminé, mais finir sur un peu d'optimiste et de positif. Toujours intéressant de voir effectivement que ben, chez certains élus, la sensibilisation elle fonctionne et que du coup, suite à ce que vous faites, effectivement, il y a de l'action derrière. C'est ce qu'on discutait hier. Hein. Effectivement, c'est pas toujours le cas, mais ça vaut le coup d'essayer parce que quand on voit que ça peut fonctionner, ben, C'est pas toujours le cas et après il faut aussi se dire, enfin nous on s'en est rendu compte, hein, même pour la réserve, que ben, les élus ils changent, ils tournent et que du coup on peut tomber sur des communes où on avait des volontés politiques un peu limite engagées pour faire des travaux et quand on a d'autres équipes qui arrivent derrière, ils sont très intéressés, très engagés. Donc en fait il faut pas hésiter non plus, je pense voilà, à revenir enfin, sur des choses un peu plus tard. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Moi, ça sort aussi de mes compétences de la réserve. Hein. Après, c'est un point de vue aussi, moi, particulier vis-à-vis des mares. Mais en tout cas, c'est important, je pense, quand on constate des fois quelque chose, d'aller voir les gens, de le leur dire. Et nous, ce qu'on s'est rendu, enfin, moi, ce que je me suis rendu compte par ces sorties fréquence grenouille sur les communes, c'est que ben, beaucoup de gens, c'est par totale ignorance. Les poissons, très clairement, les gens ne savent pas que c'est pas bon pour le milieu aquatique et l'impact que ça a. Donc, il y en a, ils le savent très bien, mais il y en a quand même beaucoup et la majorité, quand on leur expliquait, quand on leur montrait, ben, non, ils ne savaient pas. Eux, ils pensaient que c'était bon parce que eux, ils nettoyaient les mares et qu'il faut qu'un milieu il soit propre. En fait, c'est là aussi la notion de propreté qui est quand même assez folle. Et quand on leur montre un point très clair, très limpide, avec plein de bestioles à observer, ben, c'est les premiers qui sont ravis. Quoi. une question, un témoignage, non? Et du coup, alors moi je rajoute juste parce que je vois qu'il y a Aurélie, ben, du coup on s'était jamais rencontrés. Mais du coup, par rapport à l'exemple que je citais du travail avec la Fédération des chasseurs, cette mare, en fait, elle est donc située sur la commune de Mérignac-Lantour, au point Laumière. Et en fait, c'est un travail donc, dans le cadre de Miléoc, pour lequel la DASEA en fait, a contribué sur ben, des passages aussi de repérage, d'inventaire en fait, avant, après. Et donc, du coup, on a pu échanger aussi, là, il n'y a pas longtemps, sur les réunions d'après-travaux. Et donc, du coup, en fait, cette mare, c'est un exemple parmi tant d'autres qui se mettent en place à l'échelle du département. Oui, c'est ça. Après, bon, moi, je suis pas sur tout ce qui est gestion de l'organisation de tous ces mares, de tous ces travaux qui ont été faits sur Milléoc. Mais c'est vrai que sur le Lot, il y a 3 zones. En fait, il y a une zone du coup proche du Marais, sur la zone du Limargue, qui avait été dans lesquelles la mare
rentre en compte, étant donné que c'est la zone où il y a le sonneur, donc ça avait été c'est ça. priorisé par rapport à ça. Et après, on a deux autres zones. On a une zone plutôt sur Limogne où c'est du COS, donc où tout l'intérêt de restauration des mares est très important. Et une troisième zone plutôt sur la vallée du Lot, en zone où on a pas mal de vignobles. Donc là aussi, où il y a un fort intérêt de restauration de mares. Mm. Et du coup, alors moi j'en profite pour vous en parler parce que je le connaissais pas, ils nous en ont parlé à la réunion justement de bilan Miléoc, mais en fait, pour ceux que ça intéresse, donc il y a un site internet parce qu'il y a un programme aussi qui s'appelle le PRAM sur les projets de restauration des mares. Et du coup, ils nous ont présenté, en fait, il y a un site en ligne maintenant. Et dessus, il y a justement une cartographie qui commence à être bien achalandée au niveau de toutes les mares, en fait, qui ont été répertoriées sur la région. Donc, j'ai trouvé que leur démarche était intéressante. Et du coup, on a proposé aussi et incité à pouvoir faire des suivis type pop amphibien sur certaines des mares restaurées pour avoir vraiment un visu sur du long terme de ce que ça donnerait en termes d'évolution des espèces et des populations, quoi. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui est censé être obligatoire de faire de la mesure de suivi quand tu fais de la restauration. Alors, ils nous ont dit qu'ils faisaient, si ils en font, mais c'est pas forcément un pop amphibien qui est mis en place. Ouais, parce que s'ils le font qu'une fois l'année d'après, ça sert pas à grand-chose. Et effectivement, nous on est en contact aussi avec pas mal de bureaux d'études en fait qui sont sur lesquels pour lesquels on leur confie en fait le suivi, mais des fois pendant 20 ou 30 ans de sites potentiellement à reptiles en fait, tu vois. Et du coup, oui, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ces données-là. Alors, Mais de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a un passage, enfin, peut-être Aurélie, tu le sais mieux, mais il y a un passage à 1 an et 5 ans qui est Ouais, prévu, hein, c'est ça? c'est ça, il y a un passage avant travaux, 1 an après et 5 ans après, ouais, c'est ça. alors après, la difficulté, c'est que si tu fais un seul passage avant travaux, déjà, si tu tombes sur une mauvaise année, tu peux avoir vraiment une très mauvaise idée en fait de la vraie tendance de ta pop. Donc Ah, normalement, je le comprends les aspects, les contraintes financières, hein, mais en fait presque ça sert à rien en fait de faire un état zéro ouais, je me suis mal une exprimée. année, tu vois. C'est pas un passage, c'est enfin une session. Enfin, on va passer, Oui, comme tu nous l'expliquais pour le pop amphibien, on va passer d'accord. février, puis après, maintenant, là, en ce moment, on y est sur les deuxièmes passages, Ouais, et après, on va ok. faire un troisième passage 2 jours en même temps que les odonates. Mais c'est que sur une année. Ça sera avant travaux, après en N+1 et N+5. T'as pas 2 ou 3 années de suivi amphibien avant travaux. Non, non, C'est ouais. juste que, en fait, les populations d'amphibiens, elles fluctuent tellement, en fait, d'une année sur l'autre. Et en fait, que du coup, si tu es sur une super bonne année, tu vas dire, ah, ben, c'est super, ma population, elle se maintient super bien. Alors qu'en fait, non, c'était juste parce que tu as eu la chance de tomber sur une bonne année ou inversement. Et le après, en fait, le après travaux, on essaye, nous, de faire, de renforcer un petit peu ces protocoles-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, je fais des suivis, je fais des suivis. Et en fait, ben, clairement, un passage à une fois tous les 5 ans, tu pourras rien en dire. Tu pourras absolument rien. Mis à part avoir de l'information d'inventaire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te dire, ben, l'année d'après, j'ai vu du crapaud commun, j'ai vu du triton, j'ai vu de la salamandre. Et 5 ans après, tu pourras juste comparer. Ok, ben, la salamandre, elle est plus là, ou le crapaud, il est plus là, ou le triton, il n'est plus là. Mais tu sauras absolument pas ce qui se sera passé pendant 5 ans après. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que souvent les gens nous disent qu'ils font des suivis et en fait, ce sont pas des protocoles de suivi qu'ils mettent en place, c'est presque de l'inventaire. Et des fois, c'est en fait, tout dépend de la question que tu te poses. Si tu te poses une question plutôt liée à l'inventaire, ben c'est des protocoles qui sont moins lourds quand même que les pop amphibiens ou pop reptiles à mettre en place. Par contre, si tu veux répondre à une question sur ta tendance et de voir est-ce que avant et après travaux, ma population d'amphibiens elle a augmenté, ben en fait, c'est difficile des fois
de trouver le temps et le financement pour le faire. Mais en fait, si les protocoles, ils répondent à ta question, ben, il faut mettre en place les protocoles. Alors, je suis tout à fait consciente, hein, de la difficulté que ça peut être de les mettre en place sur des longues périodes. Mais en fait, souvent, ce qu'on va plutôt recommander après des actions de restauration, c'est de mettre en place le pop amphibien presque chaque année, parce que ça peut aller très très vite. Comme tu l'as dit, Sonia aussi plusieurs fois, on observe très vite en fait de la recolonisation des milieux dès l'année d'après. Et presque, il faudrait suivre pendant 5 ans chaque année, tu vois, après ta restauration. Et si tu commences à avoir une certaine stabilité et que chaque année tu observes toujours les mêmes espèces, là tu peux éventuellement séparer sur 2 ans, puis après sur 3. Mais du coup, je trouve que bon, j'imagine que c'est vraiment une question financière en fait, hein, d'avoir fait ça, tu vois, et de tant de personnes parce que voilà, il n'y a pas assez de monde. Mais en fait, pour vraiment répondre à cette question-là, idéalement, il aurait fallu faire 3 années de passage avant travaux et puis 5 années après les travaux où chaque année tu passes en fait. Et là, vous auriez eu une très bonne visibilité de ce qui se passe et d'avoir des intervalles de 5 ans, vu comment les populations d'amphibiens, elles bougent à une vitesse mais extrêmement rapide. Vous risquez de passer à côté de déclins, malheureusement, que vous n'aurez pas bien capté au bon moment. Donc après, voilà, c'est parfois les données et les suivis permettent pas de répondre à ces questions-là et souvent en fait moi j'ai trop vu en fait des bases de données où que les gens ils ont mis à la poubelle parce que quand ils sont arrivés vers nous en disant bah en fait j'ai fait ça mais j'aimerais bien avoir ça comme réponse, bah en fait on peut pas. Et les biostatisticiens, ils sont pas magiciens, ils peuvent pas non plus sortir des trucs avec des bases de données qui sont pas bien construites ou que sur les pas de temps, tu vois, qui sont pas assez réguliers. Et du coup, il faut vraiment se poser la bonne question au début. Aujourd'hui, j'oriente tous les gens à se rapprocher de biostatisticiens pour éviter de faire des choses soit en trop, soit pas assez, mais en tout cas qui permettent pas de répondre à ta question. Et parce que franchement, quand tu dis à quelqu'un, bah, en fait, ta base de données là de 10 ans, mis à part faire une carto, tu pourras rien en faire. Bah, ça fait un peu mal, quoi. Parce que du coup, si tu veux faire que de l'inventaire, effectivement, tu peux éventuellement te permettre de faire des passages tous les 5 ans. Mais si tu veux aller plus loin dans certaines variables, ben, ça nécessite plus, quoi. Donc, c'est vrai que mais voilà, ça demande du financement, de l'accompagnement, tout ça. Mais il faut juste en être un peu conscient aussi de se dire, bon, des fois, ou revoir à la baisse un peu les ambitions des questions qu'on a, quoi. Après, je rebondis parce que tu vois, par rapport, enfin, entre le pop amphibien et le protocole MEO, tu vois, le protocole MEO, il est sur un pas de temps de 3 ans. Ouais. Donc, c'est pareil, enfin, du coup, si tu passes de 1 an à 3 ans, enfin, comme c'est ce qui est plutôt demandé et qui est un peu moins friand en temps et en finance, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui partent sur ce suivi MEO, quoi. Ouais, alors après, Méo, on est quand même plusieurs à se demander comment est-ce qu'il calcule en fait la note finale. En fait, Méo, c'est une note de ta zone humide à un moment T en fait. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément. Enfin, tu peux maintenir tes suivis et tu peux essayer d'avoir, voilà, ta note en 2000, t'as ta note en 2003, t'as ta note en 2006, mais c'est pas vraiment de la tendance. D'évolution des populations comme ce qu'on fait sur le pop amphibien, qui nécessite vraiment d'avoir un suivi plus régulier, temporel en fait, de ce qui se passe. Euh, mais oui, après, c'est sûr que il y a des compromis et les protocoles que je vous ai présentés, ce sont des compromis aussi. Moi, je suis à l'interface aussi avec les biostatisticiens parce que dans certains cas, ils te disent qu'il faut faire 14 passages dans l'année. Bon, bah là, typiquement, moi, je peux pas vous dire, pour suivre le lézard osselet, il faut faire 14 passages dans l'année, c'est pas possible. Donc, on trouve déjà des compromis avec ce qui, idéalement, mathématiquement, serait idéal, et la réalité du terrain. Mais après, c'est difficile, en fait, alors qu'on a déjà, en fait, des recommandations qui sont vraiment, le minimum qu'il faut faire, c'est ça. Mais c'est difficile de réduire encore plus, tout en répondant toujours à la même question. Il y a un moment, on peut pas répondre à certaines questions si on va pas sur le terrain non plus, quoi. Donc c'est clair que mais c'est enfin des discussions que j'ai avec tout le monde, hein.
c'est vraiment quelque chose qui est très répandu et parce qu'on est tous contraints avec des financements très serrés et que du coup, bah, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, des fois, ben, si t'allais pas sur le terrain, ce serait presque pareil. Si je vais vraiment à l'extrême du truc, ça servirait pas forcément à grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant dès le départ de bien dimensionner la question et le temps que ça prend. Et si on voit que c'est pas possible, et on trouve une autre question ou on fait autrement. Ça me rappelait beaucoup les messages qui sont passés. Donc, on a fait la mini-journée de formation avec Aurélien Bénard et Thibaut Ouais, Couturier du CEF. Et du coup, je me suis permis de mettre dans le chat. Apparemment, ils ont réussi à monter une formation sur monter un protocole de suivi robuste là, qui aura lieu avec l'OFB, donc qui aura lieu en octobre à l'OFB à Pérols. Donc, je ne sais pas si elle est complète ou pas, mais s'il y en a qui s'intéressent et qui veulent s'inscrire, ouais, elle est c'est des très super. bons intervenants. Ouais. Ouais, et Aurélien, donc du coup, est un biostatisticien qui vulgarise énormément son travail et qui, avec des exemples très concrets, vous explique pourquoi dans ce cas-là ça marche pas, pourquoi dans ce cas-là on peut pas conclure ça. Et du coup, c'est hyper intéressant, il est super et vraiment, je vous invite tous à au moins assister à une de ses présentations parce que même moi, ça m'a ouvert les yeux sur certains trucs et encore aujourd'hui, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des compromis, il y en a d'autres où bah c'est plus difficile et ça remet en cause en fait vraiment la question de base Mm. et où en fait finalement on peut pas conclure. Et si les suivis après travaux sont justement dédiés pour dire ben en fait mes travaux ont eu un impact positif sur ma population, ben, si à la fin vous pouvez pas vraiment conclure ça parce que vous n'avez pas assez de données ou pas assez de suivi, bah c'est quand même vachement dommage. Et du coup, alors voilà, après des fois les financeurs ils comprennent pas forcément les protocoles, l'intérêt, et puis les analyses de stats qu'il y a derrière. Mais pour nous, c'est assez frustrant, je trouve, de se dire ah mince, là ça aurait été bien d'aller plus loin sur ce truc-là, puis on y pense que maintenant, c'est dommage. Bon, allez, il faudrait essayer de construire quelque chose de plus conséquent la prochaine fois pour aller plus loin dans les analyses, quoi, pour avoir des conclusions vraiment fiables et se dire, voilà, mes mesures de restauration, elles ont été bénéfiques, oui, non, sur telle espèce, pourquoi. Euh, et ça nécessite bien sûr un état zéro à la base, comme tu le soulignais, Aurélie. De toute façon, il y a besoin de ça. Il y a beaucoup de mesures de gestion qui se font sans aucun état zéro, hein. Et là, tu te dis, comment est-ce qu'ils vont savoir si la mesure elle est bénéfique ou pas? Parce que comparer le après sans avoir le avant, je ne sais absolument pas comment ils vont faire. Mais il faut faire des suivis de après les mesures. Ils les font. Mais en fait, t'as personne derrière qui vraiment analyse toutes ces données-là. Donc, encore une fois, quel est l'intérêt d'aller sur le terrain après ta mesure de gestion si t'as pas fait ton état zéro avant? Du coup, ça fait perdre de l'argent, du temps à tout le monde. Enfin, bon, voilà, c'est aussi un truc plus global à réfléchir tous ensemble. Mais c'est vrai que après, c'est la course souvent sur les projets. Les gens, mais bon, des fois, c'est un peu, c'est dommage. Après, ce qui est important aussi, c'est enfin, là, on parle des amphibiennes, donc on focalise sur la partie amphibienne, mais sur les milieux, on passe souvent par plusieurs types de suivis qui sont mutualisés et associés. Par exemple, on va avoir les odonates, on va avoir la végétation aquatique, etc. Du coup, c'est important d'avoir un regard sur différentes choses. Et après, alors nous, ce qu'on a intégré, et c'est pour ça qu'on va faire là de la recherche un peu historique au niveau des photos, des marques, c'est aussi alors ça prend pas beaucoup de temps, mais ne serait-ce que le suivi photographique de la mare en question, c'est vachement intéressant parce que ben, nous, on s'est bien rendu compte que le milieu, en évoluant, peut ne pas être bénéfique pour certaines espèces. Et que du coup, bah, derrière, ça peut nécessiter des travaux de gestion qui ne sont pas forcément très conséquents, mais qui peuvent résoudre aussi vite pas mal de problématiques. Donc en fait, même en état zéro ou avant, c'est vrai que le fait d'avoir une photo de mare et de la comparer dans le temps, c'est très intéressant. Je vais devoir vous couper et vous encourager peut-être à continuer les discussions, Audrey et Sonia, et notamment sur le remontée des suivis, etc., a posteriori de ce webinaire. Ça marche. Il est pile 10h30.
Voilà, donc je vous remercie à toutes les deux. Il y a eu peu de questions, mais je pense que ça a été quand même très intéressant. J'espère que les participants qui étaient là s'y sont retrouvés. Rapidement, parce que tu parlais du PRAM tout à l'heure, Sonia, en fait, il y aura une présentation du PRAM dans un futur Café Gênes le 28 novembre, si je me souviens bien. Voilà. Et sinon, le prochain, le mois prochain, là, le 30 mai, ce sera sur la sensibilisation à l'environnement. On fera un Zoom avec l'OFB sur tout ce qui est aire éducative. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc merci à toutes d'être venues ce matin. Merci encore plus Sonia et Audrey pour vos présentations super intéressantes et très claires. Avec plaisir. Et voilà, et donc je vous envoie un petit mail avec le replay, les présentations et les contacts de chacun si vous voulez ensuite reprendre contact entre vous. Et Sonia, j'attends du coup la présentation à jour. Ouais, je te l'envoie tout de suite. Super, merci beaucoup. Et bien bonne journée. Merci. Bonne Et à journée tout le bientôt. monde. Bonne journée à tout Au le revoir. monde. Au revoir.